Ça y est? Oui, alors bonjour docteur. Eh bien, nous sommes presque, on peut dire, d'anciennes connaissances, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons le sujet, la surdité chez l'être jeune. Voilà. Donc, notre sujet est fort vaste et pour cette raison, on ne pourra naturellement pas faire en sorte que nous traitions d'une façon exhaustive tous les problèmes. Donc, nous allons nous borner aux pathologies qui nous semblent les plus fréquemment observées chez l'être jeune. Si je me trompe, vous corrigerez. Voilà. Alors, donc, on va commencer par surdité à la naissance. Un dépistage à la maternité est-il en France systématiquement effectué? Eh bien, il y a un décret qui est paru l'année dernière, au mois de mai 2012, après de nombreuses discussions et de nombreuses polémiques. Oui, maintenant, il devrait y avoir un dépistage systématique organisé dans toutes les maternités, mais pour le moment, ce dépistage n'est encore pas concrètement effectué. Mais à terme, ça devrait se réaliser avec tous les nourrissons, tous les nouveau-nés, qui devraient bénéficier d'un dépistage à la naissance de la surdité, soit au moment de l'accouchement ou immédiatement dans les jours qui suivent l'accouchement quand la maman est encore à la maternité, ou sinon au maximum dans les 3 mois qui suivent, il devrait y avoir une mise en place généralisée d'un dépistage de la surdité. Oui, vous parlez au conditionnel. Oui, c'est une question de moyens, hein, c'est toujours pareil. C'est une question de moyens d'abord financiers, bien sûr, et puis aussi en personnel. Il faut du temps, il faut du matériel et il faut du personnel qui soit formé pour effectuer ce dépistage systématique chez tous les enfants. Oui, pour le moment, ça fait quand même presque 1 an, mais c'est quelque chose qui est quand même plus difficile à mettre en œuvre qu'il pourrait y paraître, et qui nécessite aussi un peu de temps de la part des équipes d'obstétriciens, de pédiatres, qui doivent s'organiser pour mettre en place ce dépistage. Mais à terme, ça va se faire. Oui. Alors, cet examen semble important, et si oui, pourquoi? Il va permettre de dépister un handicap à la naissance. Alors il y a des cas où évidemment la chose est plus facile à diagnostiquer, quand il y a une malformation du pavillon, quand il y a une malformation faciale, quand il y a des antécédents dans la famille, quand il y a des cas de surdité importants dans la famille. Bon, là il est bien évident qu'on va essayer de voir si cet enfant entend ou pas, mais sinon, oui, on va essayer de dépister les enfants de manière à ce que le diagnostic ne soit pas fait avec retard et qu'une prise en charge globale de cette surdité et de ce handicap puisse être définie chez des enfants qui, par ailleurs, ne présentent aucune autre pathologie évidente. Donc, ils vont pouvoir avoir une prise en charge précoce, ce qui veut dire un meilleur résultat au bout du compte et une meilleure acceptation de la part de l'enfant et de la part de la famille des différents traitements qui vont être mis en place. Si je comprends bien, c'est important par le fait que la prise en charge ne soit pas tardive. Vous avez, si j'ai bien compris, vous entendez par là que l'enfant le vivra mieux, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui font que ce soit important, à part cette psychologie, ce problème psychologique? Oui, le résultat, c'est l'acquisition du langage. Il faut que l'enfant acquiert le langage le plus vite et le plus rapidement et le plus normalement possible, et que son handicap, son déficit auditif, puisse être corrigé et qu'il puisse avoir une compensation avec une vie qui sera ensuite ultérieurement quasi normale, hormis les contraintes qui sont liées à l'entretien de différents appareillages ou à un suivi orthophonique et autres. Oui, d'accord. Finalement, si on le détectait au bout de 9 mois, par exemple, l'enfant ne parle pas encore, donc ça pourrait être aussi bien, ou est-ce que ce ne serait pas aussi bien? C'est-à-dire que la prise en charge après est quand même complexe, hein. Donc plus le diagnostic est fait tôt, plus la prise en charge pourra être mise en route et effectuée de manière complète et correcte. Et puis il faut aussi que l'entourage familial, les parents s'adaptent et comprennent de quoi et admettent
ce dont il s'agit, ce qui n'est pas toujours aussi simple que qu'on pourrait le penser de prime abord, et donc tout ça nécessite une prise en charge. Mais enfin, en pratique, il est vrai que de toute façon, un diagnostic complet, là on parle de dépistage, hein, mais ensuite après, il va falloir étayer le diagnostic et confirmer le diagnostic, ce qui pourra rarement être fait avant l'âge de 6 mois, voire 9 mois. Et ensuite, après, un traitement lourd et important ne sera de toute façon pas fait de manière aussi précoce, ça dépend des équipes, mais en dessous de 6 mois, on ne va pas quand même faire grand-chose. Alors, une question qui peut-être va vous sembler un peu inutile, enfin, je la pose tout de même. Si cet examen n'a pas été donc systématiquement effectué au départ, les parents, on peut le supposer, vont pouvoir le faire prescrire à n'importe quel moment. Ah oui, bien sûr, oui, il faut de demander au médecin généraliste. Voilà, demander à un médecin généraliste qu'il adresse cet enfant auprès d'un centre qui soit équipé dans le diagnostic des surdités de l'enfant, moyennant quoi, bien sûr, un diagnostic de surdité. D'ailleurs, il est normal que ça puisse se faire à n'importe quel moment de la vie, puisqu'une surdité peut être acquise, hein, elle n'est pas forcément à la naissance. Oui, ça, je voulais... En ce moment, on est dans la rubrique à la naissance, oui, précisément, et après il y a la surdité acquise, bon, après la naissance. Alors, est-il facile de détecter par soi-même, dans les mois qui suivent la naissance, ce genre de handicap par rapport à son bébé? Alors, est-ce qu'il est facile? Oui et non. Il y a des signes qui doivent alerter et qui alertent, mais de nos jours, on a plus un excès d'inquiétude que de laisser passer une surdité qui pourrait passer inaperçue. Donc les signes, eh bien, sont des enfants qui ont quelques troubles du comportement, qui sont souvent un peu craintifs, qui ont peur dès qu'on les approche, dès qu'on commence à les examiner, ou alors à l'inverse, qui sont très agressifs ou qui sont très nerveux et qui ne tiennent pas en place. Et puis ensuite, sont des enfants qui réagissent effectivement pas lorsque les proches, le papa ou la maman, les appellent ou les stimulent avec un bruit quelconque. Sont des enfants qui ne tournent pas la tête, qui ne bougent pas les yeux, qui n'ont même pas un simple mouvement des mains ou des pieds pour manifester qu'ils ont effectivement entendu quelque chose. Maintenant, je me garderai bien de dire que tout enfant qui ne réagit pas immédiatement, il faut aussi souvent un petit temps de latence, il y a des fois quelques secondes avant que l'enfant réagisse. Bon, il ne faut pas non plus inquiéter tout le monde, bon, il y a des enfants qui réagissent plus ou moins facilement, mais les troubles, un enfant qui est craintif, un enfant qui est peureux, ça doit alerter quand même sur un éventuel déficit auditif. Oui. Alors, cette surdité peut-elle avoir différents degrés, ou est-ce qu'elle est toujours totale? Ah non, elle peut avoir des différents degrés. Alors, la surdité, déjà... À la naissance. À la naissance, comme à l'âge adulte, il y a deux types de surdités. Les surdités dites de transmission, où il y a un problème sur le tympan ou sur les osselets, ça peut se corriger en général chirurgicalement, et ça peut se traiter. Et puis les surdités dites de perception, où là le problème se situe au niveau de l'oreille interne, et au niveau donc du nerf auditif, qui ne capte pas, qui ne transmet pas les informations voulues jusqu'au niveau du cerveau. Et là, il n'y a pas de traitement directement chirurgical, de greffe d'oreille ou de nerf auditif qui puisse corriger ça. C'est soit à ce moment-là, on rentre dans le domaine de l'appareillage auditif, que ce soit externe ou interne. Voilà. Alors, mais votre question, c'était est-ce qu'il y a des degrés? Oui, il y a bien sûr des degrés. Il y a des degrés, d'ailleurs, il y a une classification pour ça. On parle de surdité légère jusqu'à 40 décibels, de surdité moyenne de 40 à 70 décibels, de surdité sévère au-delà de 70 jusqu'à 90 décibels et de surdité profonde au-delà de 90 décibels, sachant que la moyenne qu'une oreille humaine puisse supporter, c'est de l'ordre de 120 à 130 La moyenne ou le maximum? Le maximum, le maximum que peut supporter une oreille humaine, c'est de l'ordre de 120 à 130 décibels. Donc à partir de 90 décibels, si on n'entend pas, c'est profond. Il y a une surdité profonde qui là nécessite une prise en charge complète. Oui, si on vous crie déjà presque dans l'oreille, si vous criez, vous êtes déjà à 80-90 décibels. 120 décibels, c'est un avion à réaction qui décolle. Oui, d'accord. C'est plus. D'accord. Alors, donc, voilà. Alors, je reviens un peu en arrière, auprès de l'enfant qui vient de naître. Alors, s'il y a surdité,
Est-ce parce que c'est héréditaire uniquement ou parfois ou jamais? Ah, ça peut être héréditaire, mais ça n'est pas forcément héréditaire. Ça peut être héréditaire. Il y a des familles, bien sûr, de gens qui sont sourds. Hein. Donc, alors évidemment, à ce moment-là, le diagnostic est plus facile, mais il y a des cas sporadiques et isolés, dont le facteur qui fait que l'enfant est sourd n'est pas forcément retrouvé. Oui, c'est retrouvé dans l'ascendance. Oui, il n'y a pas forcément une hérédité avec des parents ou des collatéraux qui ont des déficits auditifs. Oui, ça peut arriver. Oui. Mais alors, elle serait acquise pendant la grossesse à ce moment-là? Alors ça peut être aussi le cas, mais à vrai dire, on ne sait pas forcément. Ça peut être acquis pendant la grossesse, ça peut être aussi acquis au niveau de l'accouchement ou dans les premières heures de la vie en cas d'un déficit quelconque d'oxygénation ou de difficulté à l'accouchement ou d'un grand prématuré, où là, bien sûr, les voies auditives ne sont pas encore matures et où il y a un déficit à la naissance. Oui. Alors, quelles autres causes sont responsables d'une surdité à la naissance? Bon, je pense que vous avez fait le tour là. Bon, il y a différents syndromes. Hein. Soit la surdité est isolée, mais la surdité peut être aussi associée à différentes autres malformations de différents organes, de différentes viscères dans l'organisme. Et ça nécessite bien sûr un bilan complet pour voir s'il n'y a pas une anomalie cardiaque, rénale, pulmonaire ou autre. Hein. Oui. Bon. Alors, une surdité à la naissance peut-elle se guérir parfois d'elle-même? Alors, elle peut se guérir d'elle-même si c'est par exemple une surdité de transmission, si donc une surdité de transmission avec un peu de liquide qui stagne de derrière le tympan, ce qu'on appelle une otite séreuse. Bon, à ce moment-là, souvent ça se guérit tout seul, en attendant un petit peu le liquide derrière le tympan qui peut exister à la naissance, se résorbe en quelques mois, et puis la surdité qu'il y avait à la naissance guérit. Par contre, quand c'est une surdité dite donc de perception, avec un défaut de fonctionnement ou un défaut anatomique au niveau de l'oreille interne, ou sur le nerf auditif, ou sur les voies auditives centrales, là non, ça ne se corrige pas tout seul. Les osselets non plus, c'est l'oreille moyenne. Là, les osselets, c'est les osselets. Alors s'il y a une malformation au niveau des osselets, ça se corrige chirurgicalement, mais pas tout seul. Oui. Mais pas tout seul. Non, pas tout seul. Il faut opérer. C'est alors au niveau du tympan, à la limite. Au niveau de. C'est quand il y a. La cause la plus fréquente, c'est l'épanchement derrière, le liquide derrière le tympan, l'otite séreuse. Ça guérit le plus souvent. On viendrait d'une otite pas quand forcément, même. Pas forcément. Ah pas bon. forcément. C'est une trompe de stage qui ne fonctionne pas très bien. Et bon, ensuite, en grandissant, les voies aériennes deviennent un peu plus perméables, se libèrent. Et puis la trompe de stage retrouve un fonctionnement qui est plus satisfaisant et permet d'aérer l'oreille. Parce qu'à la naissance, l'enfant n'a quand même pas déjà acquis une otite dans le ventre de sa maman quand même. Non. Ah non. C'est pas possible, ça, non. Alors, sur Internet, donc, on nous parle, il faut bien consulter un petit peu Internet de temps en temps pour se tenir un petit peu dans le coup. Alors, donc, on nous parle d'appareillages auditifs et d'opérations, justement, vous venez de les évoquer. Est-ce envisageable pour les enfants de quelques mois? Ah oui, bien sûr, oui. Alors, il y a deux types de correction du déficit auditif chez l'enfant, avec un appareillage, soit un appareillage externe, comme les adultes, hein, avec un appareil qu'on met soit dans l'oreille, soit plutôt un contour d'oreille chez l'enfant, avec un petit amplificateur qui va rentrer dans le conduit auditif externe, soit sinon une implantation dite cochléaire, c'est-à-dire que là, c'est une intervention chirurgicale, où on va mettre des électrodes qui vont aller directement dans l'oreille interne et à proximité du nerf auditif pour transmettre le son par l'intermédiaire de cette électrode sur le nerf auditif, et ensuite le nerf auditif va conduire tout ça jusqu'au niveau du cerveau. Ça, c'est l'implant cochléaire qui nécessite une intervention chirurgicale avec une ouverture, une cicatrice derrière l'oreille qui laisse peu de séquelles, mais il y a un appareillage qui est dans l'oreille et il y a aussi un appareillage qui est à l'extérieur, les deux étant reliés par un aimant. Et c'est donc ça qui va permettre, qui est l'implant cochléaire et qui est la forme la plus élaborée de la correction du déficit auditif, qui se fait dans quelques centres agréés et qui nécessite donc une intervention d'un côté et de l'autre. Certaines équipes le font aussi en même temps. D'un côté et de l'autre. Quand la surdité est en général bilatérale, c'est quand même la surdité bilatérale, donc il faut une ou deux interventions et une prise en charge, une intervention qui se fait rarement.
certaines équipes sont descendues jusqu'à 6 mois, mais de toute façon, le diagnostic n'est quand même que difficilement... Rarement avant 6 mois. Avant 6 mois, on peut difficilement porter un diagnostic et mettre en route un traitement et une intervention qui va quand même avoir des conséquences pour le restant de la vie de cet enfant. Donc, mais des conséquences bénéfiques quand même. Ah, oui, bien sûr, oui, ça va lui permettre d'entendre. Oui, vous avez l'air de dire que ces conséquences pouvaient peut-être cacher des pièges, non? Ou c'est moi qui... Oh, bah, des pièges, non, mais des contraintes, oui, bien sûr. Oui, il va falloir, nous allons justement voir un petit peu quelle sorte de contraintes. Bon, alors, à partir de quel degré de surdité que ces opérations cochléaires, donc, hein, implants cochléaires, sont préconisées? À partir de quel degré? Il faut que cet enfant n'arrive pas à comprendre au moins 60% des mots qu'on lui présente à une forte intensité. À partir du moment où il ne comprend pas plus de 60% des termes, moins de 60% des mots qu'on lui propose, à forte intensité, c'est-à-dire aux alentours de 60 à 90 décibels, bon là cet enfant ne va pas pouvoir avoir une vie sociale normale, et donc à ce moment-là il faut lui proposer un implant cochléaire. Oui. Alors, une parenthèse que je n'ai pas posée dans mes questions, actuellement, par exemple, un sourd et muet qui eût été de naissance n'a pas subi ce genre d'opération, sinon il ne le serait pas. Oui. Hein? Donc à l'époque, peut-être, à cette époque, ça ne se faisait pas. Voilà, mais certains parents, alors c'est pour ça que C'est pour ça que le dépistage néonatal pose encore des fois des problèmes, parce que certaines associations de sourds refusent ou enfin freinent au moins l'implantation cochléaire, puisqu'il y a aussi le langage des signes et un autre système de réadaptation qui est celui du langage des signes, qui va permettre à l'enfant et à l'adulte plus tard de s'insérer et d'avoir aussi une vie relationnelle. Alors il y a deux voies thérapeutiques, soit le langage des signes, soit l'implantation cochléaire. Oui, et pourquoi est-ce que les associations de sourds s'opposent, semble-t-il, si j'ai bien compris, à ce genre d'opération d'implantation cochléaire? Ils s'opposent parce que... Ça peut être positif, non? Ou est-ce qu'il y a ça peut être que positif de votre point de vue de quelqu'un qui entend parfaitement bien. Maintenant, il est certain que tous ceux qui sont implantés n'acquériront pas le langage des signes et que la communauté des gens malentendants ou des gens qui n'entendent pas bien ou qui sont sourds et qui ont appris le langage des signes risque de se réduire ensuite progressivement. Il faudrait leur poser la question directement pour connaître leurs argumentaires et leurs raisons qui font que effectivement ça n'est pas forcément aussi simple que ça. Oui, ça semble. Alors, donc si nous avons bien retenu, la surdité s'évalue en fonction de l'intensité en décibels, mais aussi, vous l'aviez dit, de la fréquence en hertz, qui porte sur la plage de la voix humaine, c'est ça, avec une fréquence qui va des aigus aux graves, je ne me souviens plus dans quelle fourchette de hertz. L'oreille humaine capte des sons aux alentours d'une centaine de hertz jusqu'à 20 000 hertz, mais les fréquences que nous on teste, celles qu'on teste avec les audiogrammes, donc ça, avec l'audition de la patiente, c'est de 250 Hz à 8000 Hz, et la voix humaine, c'est 500 000 2000 Hz, sachant que c'est autour de 1000 Hz que la voix humaine se situe. Alors évidemment, les femmes ont une voix un peu plus aiguë que les hommes, je ne vous apprends rien, donc on bascule un peu plus vers le 2000 Hz, et pour les hommes c'est un peu plus vers le 500 Hz, mais la voix humaine c'est entre 500 et 2000 Hz. Ensuite, après, bon, ce sont des voix de chanteurs, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Oui. Alors, tant pis s'il ne va pas à l'opéra, hein. Il faut bien rire un peu. Alors, voulez-vous nous rappeler? Oui, vous venez de nous le rappeler, là. Hein. Alors, voilà. Existe-t-il des surdités à la naissance qui épargneraient plus ou moins les fréquences habituelles de la voix humaine? Et dans ce cas, qui serait, nous semble-t-il, beaucoup moins pénalisante pour la communication. Oui, il peut y avoir des surdités à la naissance qui n'atteignent pas forcément l'ensemble des fréquences et qui soient
quand même aux extrêmes, soit sur les extrêmes graves, soit sur les extrêmes aigus, auquel cas ces surdités sont souvent diagnostiquées beaucoup plus tard. C'est plus fréquent sur les fréquences aiguës que sur les fréquences graves, les déficits sont plus souvent sur les fréquences aiguës que les fréquences graves. Ça ne va pas entraîner des conséquences majeures. En général, ces enfants acquièrent le langage et puis on découvre ça à l'occasion de l'entrée au CP, quand on commence à faire un audiogramme, ou parfois un peu plus tard. Mais bon, en dehors de problèmes spécifiques de type orientation professionnelle pour des métiers où il y a des alarmes sonores, dans les centrales nucléaires, à la SNCF ou dans les avions, où on leur demande d'avoir un audiogramme qui soit parfait, c'est pas des gens qui peuvent, des patients qui peuvent vivre parfaitement normalement, sans même s'en rendre compte. Sans même que qui que ce soit d'ailleurs s'en rendre compte, oui. Alors donc, oui. Alors, revenons-en donc aux appareillages du type vendu par l'audioprothésiste. Alors, lors de notre interview chez celui-ci, nous avons involontairement occulté cette question, par simple ignorance. On n'a pas demandé, mais vous en avez parlé. Les fameuses prothèses existent donc, même pour les bébés. Les bébés peuvent-ils néanmoins porter sans encombre ces appareillages? Et quand ils grandissent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on change l'appareillage, on change l'embout, et je ne dirais pas que l'appareil grandit avec le bébé, mais il essaie un peu ça quand même, on change l'embout et l'enfant grandit avec son appareillage. Et ces appareillages auditifs sont évidemment bien mieux tolérés si l'enfant les a eus très tôt que s'il en a bénéficié un peu plus tard. Mais en général, il en ressent quand même le bénéfice et donc il garde assez volontiers cet appareil. Davantage que l'adulte. Oui, peut-être. Oui. Enfin, les difficultés d'appareillage d'un enfant sont quand même différentes de celles d'un adulte, mais ça existe aussi. C'est pas forcément si facile que ça de faire mettre un appareil à un enfant. Oui. Surtout en bas âge. Il faut qu'il l'accepte, il faut qu'il l'entretienne. C'est peut-être pire que les lunettes encore, qui frottent sur les cailloux. Oui. Mais bon, alors, il ne diffère que par la taille? Ou est-ce qu'il y a d'autres critères Là, écoutez, vous me posez une question à laquelle je ne suis pas forcément habilité ou compétent pour répondre. Il faudrait demander là aussi à un audioprothésiste, mais non, je ne vois pas de raison pour laquelle ce soit franchement différent. L'appareillage en lui-même, la technique audiométrique en elle-même est la même. Alors, vous nous avez parlé en particulier d'opérations cochléaires. Pouvez-vous à présent expliquer en quoi consiste ce genre d'opération? Vous aviez l'autre fois une oreille, mais un schéma sur un schéma. Vous pouviez peut-être. C'est surtout moi, je me représente la présence de ça. L'oreille, je ne l'ai pas sortie. Je ne l'ai pas sortie, là, je ne l'ai pas dans mon bureau. Mais ça consiste donc à un schéma, j'aurais peut-être un peu plus de mal. Ça consiste en quelques mots. Il faut donc inciser, donc faire une ouverture derrière l'oreille. On soulève l'oreille, on rabat l'oreille. Et ensuite, derrière l'oreille, si vous palpez derrière votre oreille, vous avez de l'os. Cet os, il est fraisé. C'est une fraise comme quand vous allez chez le dentiste. Et donc, on ouvre progressivement tout cet os, et puis on va ensuite glisser donc les électrodes en faisant un petit trou vers dans la direction du nerf auditif et de l'oreille interne. Enfin, dites-moi, alors là, faire attention parce qu'il ne faut pas blesser le tympan vers le haut et le nerf facial vers le bas. Donc il y a un risque sur le nerf facial, un risque minime, mais il y a un risque. Comme dans toute chirurgie de l'oreille, il y a un risque sur le nerf facial. Et ensuite, on glisse très délicatement une petite électrode, une minime électrode, toute petite électrode, vers l'oreille interne, au travers donc de sa communication avec l'oreille moyenne. Et on va pousser cette petite électrode jusque dans l'oreille interne, et c'est à cet endroit-là donc le système électronique et le système d'électrode va aller envoyer des stimulations électriques pour que l'oreille interne capte un son. Vous travaillez à la loupe binoculaire, au microscope? Ça, c'est pas moi qui fais. Ça se fait au microscope, oui. Moi, je ne fais pas ça. Ça ne se fait que dans quelques centres agréés. Les cas par sont exemple, à Nancy, pour l'Est, enfin dans notre région. Par quelques professeurs bien... Par madame le professeur Parietti, qui actuellement s'occupe de ça, et donc met en place les implants cochléaires, puisque bon, c'est quand même des interventions il y a 800 cas dans toute la France chaque année. Rapporté à la Lorraine, ça fait quand même peu de cas
tous les ans, donc il vaut mieux que ce soit des gens qui soient habilités à faire ça, et d'autre part, ce sont des traitements lourds, coûteux, onéreux, donc il est assez logique que ce soit réservé à quelques-uns, enfin que ce soit pas... Et puis c'est une prise en charge aussi. Il y a non seulement l'intervention, hein, mais il y a d'abord le diagnostic, la confirmation du diagnostic, la prise en charge de l'enfant et des parents, l'intervention, et ensuite après toute une rééducation orthophonique, tout un suivi orthophonique qui là aussi nécessite des équipes qui soient compétentes et formées dans ce domaine. Oui. Et donc pour notre région, c'est le CHU à Nancy. Oui, oui, d'accord. Et la sécurité sociale sans problème Alors, la sécurité sociale sans problème, là, ça ne va jamais sans problème, vous le savez bien. Mais enfin, disons que pour les enfants, à ma connaissance, les enfants, la prise en charge des enfants est quand même assurée. C'est pour les adultes, là, c'est peut-être pas... Et bon, donc, ce genre d'opération va se faire quand même pas à la naissance. Non, les équipes qui le font le plus tôt, c'est 6 mois. Oui. Mais encore, parce que c'est aussi un problème de diagnostic, hein. Il faut être sûr du diagnostic. Or, être sûr du diagnostic à 6 mois n'est pas aussi facile que ça. Hein. Parce qu'évidemment, l'enfant ne réagit pas à ce moment-là, où il n'y a pas, on ne peut pas avoir une certitude. Il y a un certain nombre d'examens complémentaires, des examens qui sont nécessaires, et donc, en dessous d'un an, 18 mois, c'est quand même difficile de... Et ensuite, le bébé grandissant. Est-ce que tout cela va se changer de position Ça va changer de position, mais ça va rester en bonne place. Ah, ça va rester en bonne place. Il ne faudra pas changer tous les ans les électrodes. Non, ça reste en place. Et ça ne risque pas de blesser Au moment de l'intervention, il y a donc 2 risques. Hein, mais après. Après, non, en dehors d'un traumatisme. Vous avez un aimant qui... Oui, il y a attaché derrière le pavillon. Non, il y a une partie de l'appareil qui est dedans, qui est sous la peau, et une partie qui est à l'extérieur. Et les deux les deux tiennent grâce à un système d'aimant. Parce que ça ne tient pas tout seul, hein, ça tient, et ça doit être en regard de l'appareil extérieur, doit être en regard de l'appareil intérieur. Nuit et jour. Non, on l'enlève, hein, celui de l'extérieur est enlevé, comme vous enlevez vos lunettes, l'appareil extérieur est enlevé la nuit. Mais l'appareil qui est dedans et sous la peau, lui, il reste tout le temps, évidemment. Alors quand on enlève l'appareil extérieur, c'est comme s'il n'y avait plus rien. plus rien. Non, ça ne sert plus à rien, ça ne marche plus. Alors Alors, les opérations, on a parlé. À partir de quel âge on l'a vu? À peu près 1 an, d'opération. L'implant est-il toujours bien supporté? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il peut provoquer par la suite des douleurs ou des allergies? Il peut provoquer, il est très rarement mal toléré. C'est quand même très rarement mal toléré. Il peut y avoir des problèmes d'irritation à l'endroit où l'appareil externe appuie. C'est des problèmes d'entretien qui, en général, guérissent simplement. Le plus difficile, c'est la rééducation orthophonique et le suivi orthophonique de cet enfant qui devra acquérir le langage et reconnaître des sons, parce qu'on va lui restituer une oreille, mais qui n'est quand même pas une oreille strictement normale. C'est quand même une oreille qui aura une possibilité de discrimination des sons qui sera moins bonne qu'une oreille normale. Mais c'est un gros progrès. Ah oui, d'accord, c'est quand même moins... Oui, ce n'est pas l'oreille normale. Ah non, ça n'est pas une restitution. Mais j'allais vous poser cette question. Ça a fait des progrès puisque tout ce système-là marche avec des systèmes électroniques qui ont été de plus en plus miniaturisés et qui donc fonctionnent de manière de plus en plus efficace et de manière de plus en plus proche d'une oreille normale. Ça reste quand même encore un appareil. Oui. La pile est où? À l'extérieur? Alors il y en a une, oui, à l'extérieur, oui, à l'extérieur. Il n'y en a pas une à l'intérieur. Vous me posez une question à laquelle oui, parce qu'il faudrait la changer. Oui, mais bon, il y a maintenant des systèmes. Non, elle est à l'extérieur. Alors l'implant peut-il se détériorer et si oui, dans quel cas? Il peut toujours se détériorer, oui, il peut se détériorer avec le temps, il peut se détériorer en cas de traumatisme. En cas de, si jamais il y a un problème infectieux local, d'otite à répétition, etc., oui, ça peut toujours se détériorer. Oui. Ou alors s'il plonge dans l'eau, non, il a le droit il a le droit de mettre de l'eau dans l'oreille, oui, non, il a le droit de mettre de l'eau dans l'oreille, il n'a pas le droit de faire de la plongée sous-marine. Ici, là, il peut y avoir de l'eau, oui, non, il n'y a pas de précaution particulière.
Alors oui, vous avez parlé donc de rééducation qui est relativement contraignante et Ah oui, oui, oui. difficile. Oui, Bon, oui, oui. j'allais vous demander, bon alors voilà, vous avez répondu d'avance. Alors par qui? Ben, par un orthophoniste. Par un ou une orthophoniste qui orthophoniste, soit formé à ce genre de rééducation. Ah oui. Ah bon, oui. Parce que aussi certainement dans des centres spécialisés. Oui, en principe, c'est dans l'équipe qui a mis en place l'implant cochléaire qui va assurer le soutien orthophonique ultérieur. Alors, dans quel cas que ce genre, c'est une parenthèse là, hein, puisque nous parlons de l'être jeune, dans quel cas est-ce que ce genre d'opération va peut-être s'effectuer chez l'adulte? Dans quel cas? Alors, chez l'adulte, il peut se faire dans les mêmes conditions, hein, à partir du moment où un appareillage auditif n'est plus fonctionnel, sur une surdité qui est évolutive ou sur une surdité qui a été acquise par un traumatisme chez quelqu'un qui parlait auparavant parfaitement bien. Oui. Il faut que ce soit les deux oreilles qui soient atteintes. S'il y a une seule oreille qui est atteinte et que l'autre oreille est saine ou suffisante, à ce moment-là, on n'implante pas. Mais si les deux oreilles sont atteintes, là, on peut également remettre un implant cochléaire chez l'adulte sous réserve que l'appareillage auditif classique soit un échec, qui ne soit plus fonctionnel, que ça ne marche plus, ça ne permet plus aux patients de comprendre mieux le langage, et puis qu'il ait donc une intelligibilité à forte intensité qui ne soit plus possible. Une communication sociale. Oui, on peut lui proposer un implant cochléaire, oui, bien sûr, oui, même à un âge déjà très avancé, parce que là, c'est évidemment à l'autre extrême de la vie. Même à un âge très avancé. Ah oui. Mais est-ce que les gens vont encore l'accepter? Ça, c'est un autre problème. Certains le demandent, oui, certains le demandent. À quel âge? On va à 80 et plus. Hein. 80 et plus, c'est des problèmes qui arrivent quand même il doute avec le rien, temps, parce que là, il faut quand même aussi de rééducation. Oui, mais c'est plus facile, puisque à ce moment-là, le langage a déjà été acquis. Donc, il faut aussi bien sûr une rééducation et un soutien, mais ça va beaucoup plus vite, et là, je n'ai pas forcément une contre-indication, du moment que le patient est motivé. Il s'opère aussi? Oui, bien sûr. Alors, pouvez-vous donner la proportion des naissances avec problème de surdité en France? Alors, on considère qu'il y en a à la naissance 1 pour 1000, ensuite à 2 ans 2 pour 1000, et à 3 ans on en découvre à peu près 3 pour 1000, ce qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire 3 enfants pour 1000 sont plus ou moins sourds quand ils ont 3 ans. Oui, à l'âge de 3 ans, oui. On les diagnostique à l'âge de 3 ans, oui. Ce qui n'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Je n'ai même pas pensé autant. Alors, sur cette proportion en France, je parle en France. C'est pareil dans tous les pays d'Europe de l'Ouest. Oui, voilà. L'hérédité tient quelle part? Et la surdité acquise pendant la grossesse, quelle part? Ah ça, il n'y a pas de statistiques qui soient fiables à ce niveau-là. Ça n'a pas une grande importance, sauf pour notre culture. Non, ça n'a pas. Il n'y a pas de statistiques fiables. Déjà, pour avoir des statistiques fiables sur le nombre de naissances et de surdités, c'est déjà difficile. Mais alors ensuite, après, en fonction des causes, à ma connaissance, il n'y a pas de. Je ne connais pas de statistiques fiables. Pouvez-vous dire la proportion des enfants qui, grâce à une détection précoce, vont pouvoir par la suite vaincre ce handicap suffisamment pour entrer dans la vie professionnelle normale? Est-ce que vous la connaissez, cette proportion? Ceux qui sont implantés et tout, ceux qui sont implantés, on arrive à un taux de l'ordre de 100% de. Oui, mais voilà, alors, combien sont implantés? Ça, pour le moment, ça dépend du diagnostic, ça dépend des parents, et ça dépend aussi de la disponibilité et de la facilité à aller dans un centre. Pour l'instant, on n'a pas de statistiques. Non, et puis ça varie, hein, puisque c'est quand même des techniques qui ont été introduites en France il y a quelques dizaines d'années, et qui ensuite se généralisent progressivement. Donc on monte de plus en plus. Ça m'aide. Alors à présent, la surdité acquise après la naissance, et en particulier à l'adolescence, liée au bruit, et en particulier à la musique. Alors donc je vais commencer tout de suite. Quelle est la proportion d'ados que vous comptez dans votre clientèle?
qui viennent pour des problèmes de surdité ou... Ah oui, qui viennent pour des problèmes de surdité, oui, voilà. C'est rare. C'est rare. Oui, c'est rare parce que... ils le savent peut-être. Ils ne le consultent pas forcément, ou ils ne consultent qu'au moment où ils ont des acouphènes, c'est-à-dire des sifflements ou des bruits désagréables et invalidants dans l'oreille. Ils ne sont pas automatiques, ces acouphènes. Mais non, ils ne sont pas automatiques et ils arrivent parfois, au bout d'un certain nombre de traumatismes sonores, ils n'arrivent pas forcément au départ. Voilà. Et une fois que le déficit est installé, il est difficile de faire régresser le déficit. Une fois qu'il y a un déficit sur les fréquences aiguës ou sur les fréquences graves, une fois que ce déficit est installé, c'est difficile, il est difficile de revenir. Ce qui est perdu est perdu. Ouais. La première fois, quand c'est un traumatisme sonore initial, ça peut récupérer, moyennant évidemment de faire attention au bruit et à un certain nombre de traitements, ça peut récupérer, mais ça ne récupère pas à tous les coups. Et l'acouphène en général se diminue progressivement avec le temps et s'arrange. Et quand ce sont des traumatismes sonores répétés avec une perte auditive qui est constatée à l'audiogramme, à ce moment-là, ça ne récupère pas et les acouphènes deviennent beaucoup plus difficiles à traiter. Oui. Alors, on dit Walkman ou est-ce qu'il y a Walkman? Mais le Walkman, ça n'existe plus maintenant. C'est tout la musique qu'on emmène avec soi et qu'on porte avec un casque. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a maintenant qui remplace? Tous les casques et tous les iPhones, les smartphones et autres, et tous les baladeurs, tout ça. Bon, mais ils ont quand même été limités au point de vue des décibels, où au moins il y a une mise en garde. Voilà, donc, mise en garde, suivi ou non, mais les pouvoirs publics ont quand même essayé de sensibiliser un peu la chose. Alors, le port de toutes ces belles choses est-il fréquent? Savez-vous? Il est fréquent, je le sais autant que vous, quand je me promène dans la rue, je vois bien que... Bien, c'est fréquent. Est-il un déconseillé? Je suppose que oui. C'est toute une question d'intensité et d'usage. Bien sûr qu'il est déconseillé d'entendre ça à un niveau sonore de 70, 80 ou 90 décibels. Bon, là, c'est sûr que l'oreille finit par être traumatisée. Mais bon, si c'est pour l'écouter à des intensités moindres, pourquoi pas? Oui. Il ne m'appartient pas de juger des habitudes de tout un chacun. Alors là, je vais quand même vous lire le début de mon petit discours. Alors, bon, croisez une voiture qui, toute fenêtre fermée, fait vibrer votre pare-brise, votre siège et tout votre corps, même au rythme de la techno ou du rap de notre évolution culturelle. Selon son humeur, ça nous fera hocher la tête, ou alors au contraire sourire avec indulgence à ces jeunes. Mais est-ce que pour leur environnement et pour eux-mêmes, c'est si anodin que cela quand vous êtes alerté par le bruit d'une voiture à côté de vous qui fait tant de boum boum que tout tressaute chez vous? Est-ce que pour eux, c'est vraiment anodin? Ah, pour eux, non. Ah, pour vous, oui. Mais pour eux, non. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une pièce ou dans un espace clos et que vous êtes obligé de crier pour vous faire entendre, vous dépassez le seuil tolérable au niveau de l'intensité sonore pour une oreille humaine. Si vous êtes obligé de crier, c'est que vous dépassez les 80-90 décibels et vous commencez à rentrer dans le traumatisme sonore qui, en médecine du travail, impose le port de protection sonore. Mais pas dans les discothèques, c'est permis. Écoutez, je ne connais pas la législation, je ne connais pas la législation, mais je suppose que ça doit être quand même limité. Enfin bon. Non, je m'y suis rendu un jour, je me suis sauvée. Oui, écoutez, le traumatisme sonore à ce moment-là existe, oui, bien sûr. Oui. Alors, rappelez-nous le seuil de la... Ah oui, vous nous l'avez rappelé, l'intensité nuisible pour l'oreille, c'est 90 décibels. 80, vous avez dit 90. 90, ça dépend des oreilles. Voilà. Alors, et l'intensité du chant, par comparaison, l'intensité du chant d'une chorale, ça peut atteindre les 90? Ah, ça peut dépasser. Ça peut dépasser un ténor, c'est 110 décibels. Un bon ténor, il sort... non mais vous n'êtes pas à côté de lui. Un bon ténor, oui, c'est 110 décibels. Un orchestre symphonique, c'est plus de 100 décibels, oui. Oui. Alors bon, un train qui passe... Je crois que si mes souvenirs sont bons, ça doit être 110 décibels. Si vous êtes à côté. Ah oui, si vous êtes un pétard de Nouvel An.
Alors, je ne sais pas, mais ça doit être aussi, ça dépend aussi de l'endroit où vous êtes, mais ça peut être un traumatisme sonore. C'est le 14 juillet ou le 1er janvier sont des périodes parfois difficiles pour les oreilles, et les jours qui suivent, on voit des fois des patients qui ont des traumatismes sonores. Ah, oui, et un cri humain. Ça va dépendre de ça peut être à la voix. Vous avez dit 110 de ténor, bon, voilà. Oui. Une rave partie. Je suppose que ça dépasse les 100 décibels facilement aussi. Hein. Pendant toute une nuit, alors. Voire peut-être plus, oui. Plus, oui. C'est possible. Bien. Alors, voilà. La durée d'un bruit simplement fort peut-elle être plus néfaste qu'une durée plus courte d'un bruit très fort? Un bruit violent et très court peut être aussi néfaste, voire plus qu'un bruit long, prolongé, oui. Et moi, je vous ai demandé le contraire. Moi, je vous ai demandé le contraire. Eh bien, moi, je vous demande si un bruit relativement moins intense, mais prolongé, peut être parfois plus néfaste qu'un bruit très intense et très court. Non, c'est pas ça. C'est l'intensité. L'oreille humaine, c'est comme les yeux, hein, c'est pas parce que vous entendez un bruit que l'oreille ensuite s'abîme. Non. C'est prévu pour marcher en continu. Hein. Oui. Alors, l'on entend parfois dire que la détonation d'un obus a fait éclater le tympan. Cela est-il possible qu'il éclate physiquement, vraiment, ou c'est une figure? Ah oui, non, c'est possible. Non, c'est possible, mais là, il se perce. Oui, l'oreille peut se... avec une explosion, mais c'est le blast, hein, c'est la pression, la déflagration qui fait que Mais une simple claque, ce qui ne fait pas un bruit énorme, mais une simple claque, c'est-à-dire une obturation brutale du conduit auditif externe, entraîne une hyperpression et peut détériorer, donc percer carrément, perforer le tympan. Oui, bien sûr. Mais je crois que vous m'aviez dit la dernière fois qu'il se répare de tout seul. Oui, alors souvent il se répare tout seul. Le plus souvent il se répare tout seul, surtout chez les jeunes, oui, il se répare tout seul. C'est rare qu'il y ait besoin de greffer. Ça peut arriver, mais c'est rare qu'il y ait besoin de greffer. Oui. Bon, alors... Est-ce que dans le cas du tympan qui éclate, qui se détériore, l'oreille interne est-elle aussi fatalement abîmée ou pas fatalement? Pas forcément. Pas forcément. Elle peut, mais c'est pas inéluctable. Oui. Alors tout le monde sait qu'après une soirée en discothèque, les oreilles bourdonnent. Mais peut-on devenir sourd carrément après une soirée en discothèque? Oui. Après une soirée? Ah oui, bien sûr. Mais heureusement, c'est quand même rare. Hein. Mais oui, vous pouvez avoir un déficit auditif, oui. Mais sourd d'une façon durable ou bien? Ah oui, d'une façon, oui, vous pouvez avoir une surdité, durable. Oui, mais même sans aller à la discothèque, vous pouvez avoir un stress, un traumatisme, on peut entraîner une surdité. C'est pas dans le même ordre, pas dans le même contexte, c'est-à-dire oui, mais ça peut, l'oreille interne peut souffrir et ne pas récupérer, même une soirée avec beaucoup de bruit, ça peut entraîner une surdité qui soit définitive. Est-ce que vous avez personnellement connu des cas? J'ai dû en voir un ou deux depuis chez des jeunes? Oui, chez des jeunes, des trentenaires. Disons. Ah, oui. Tout de même pas chez les jeunes hommes. Oui, d'accord, oui. Bon, c'est pas la même jeunesse. Bon, voilà. Alors, on peut donc devenir sourd carrément après une soirée en discothèque. Bon, je ne dois pas les aimer beaucoup, ces discothèques, pour faire de l'anti-publicité comme ça. Alors, alors, j'avais demandé plusieurs heures, mais non, donc, définitivement même. C'est rare, mais ça existe. Alors, à votre avis, je ne sais pas sur quoi vous allez vous étayer, parmi tous les jeunes qui aiment écouter leur musique, combien vont présenter des problèmes d'audition? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une statistique fiable dans ce domaine. Je ne sais pas. Est-ce que c'est tout de même un problème de société pour vous ou pas? Pour le moment, non. Je pense que maintenant, non, c'est un problème de société, tout est relatif. Hein. Il me semble qu'il y a des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus contraignantes et difficiles que ça. Non, ça ne me paraît pas être un problème majeur. Non. Bon. Alors, de quelle nature peuvent être, alors ces problèmes, risque-t-il juste d'y avoir une perte d'audition? Oui, alors les problèmes, la perte d'audition,
communication aussi. Il n'y a pas que la perte d'audition en soi, il y a tout ce qui est entraîné par cette perte d'audition-là. Oui, il y a toutes les conséquences d'un déficit auditif. Oui. Bon. Oui, alors vous l'avez dit, ces problèmes au départ passent quand même souvent inaperçus. Oui, c'est bien ça qui fait la difficulté perverse de la chose. Oui. C'est là qu'il faut se méfier, bien sûr. Alors, ces problèmes influent parfois, voire souvent, sur la vie professionnelle de ces jeunes. Forcément. Non. Je n'ai pas vu jusqu'à présent de conséquences majeures à ce niveau-là, mais on peut penser que s'il y a un déficit auditif dans toutes les professions, donc où il y a les alarmes sonores, mais dans toutes les professions où il y a besoin d'entretenir des discours, et il y a peu de professions où il ne fallait pas avoir une relation avec d'autres, et bien entendu, ça peut entraîner des ennuis et des difficultés. Oui. J'y pense justement, les gens qui travaillent beaucoup par téléphone, ça doit aller. Oui, aussi, bien sûr, oui. Ça peut être... Mais en soi, ça ne peut pas être une raison quand même de problème d'oreille, le fait qu'ils travaillent avec le téléphone. Non, l'intensité est limitée. Pensez-vous que les médias jouent un rôle plutôt néfaste dans la culture de l'intensité du bruit? Je l'ai lu à quelque part, ça. Ah, vous me demandez de me prononcer sur les médias sur lesquels j'irai avec la pointe des pieds. Je pense que les médias se reflètent les interrogations de la société et les amplifient à certains moments. Mais dire que c'est toute la faute des médias serait peut-être un peu facile. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce que le professeur Claude-Henri Chouard des grands hôpitaux de Paris avait écrit dans le Figaro il y a déjà un certain temps, avec son autorisation, nous l'avions publié sur Intercom Santé, justement comme introduction à votre interview. Et les médias étaient relativement quand même plus ou moins accusés de propager la culture du bruit. Voilà, je me souviens de cela comme ça m'avait impressionné. Bon, je ne peux pas trop personnellement juger non plus. Alors, l'une des conceptions actuelles des sociologues et scientifiques serait que, ça va chercher loin ça, serait que notre phonétique, peu à peu, est en train de changer, faute de perception et distinction par les jeunes des fines nuances du langage, auditivement parlant. Oui. Ceci suite à une perte de sensibilité de l'oreille et toute question de grammaire, orthographe ou vocabulaire mise à part. Quelle est votre idée? Alors là, je me garderai bien de donner le point de vue du corps médical sur l'évolution de la société. Vous le connaissez à ce propos-là, à propos de phonétique. Ce discours visant à dire que tout était mieux avant et que tout s'en va et que les choses se dégradent me paraît un peu facile et il est tenu depuis la nuit des temps où la génération qui passe la main trouve toujours que les jeunes ne sont encore pas partie de cette génération. Donc je pense que tout ne va pas forcément se dégradant et que l'oreille humaine et l'intelligence humaine heureusement restent ce qu'elles sont et permettront encore bien des progrès ultérieurs, bien sûr. Bien. Quel conseil donner aux parents pour essayer au moins d'éviter au maximum certains dégâts? Voilà, je parle chez l'adolescent. Il faut faire attention que le casque ou les écouteurs qu'ils achètent soient effectivement des normes de conformité et répondent aux exigences actuelles. C'est de ne pas trafiquer les écouteurs et autres baladeurs. Ça existe aussi de trafiquer ça? Je pense que ça doit exister. Oui. Alors les dégâts, une fois reconnus, quels sont vos moyens pour en réduire la portée? Port d'appareillage externe, oui, alors par exemple, on a cité le cas de quelqu'un, un jeune, chez qui ça devient irréversible. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a, avec même des acouphènes, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à faire?
Une fois Oui. que le Oui. déficit auditif est installé, Oui. il n'y a pas de traitement chirurgical pour récupérer le déficit auditif s'il est limité, en dehors de l'implant cochléaire, mais ça c'est vraiment autre chose. Donc sur un déficit auditif, il n'y a pas de traitement chirurgical, il n'y a pas non plus de traitement médicamenteux qui soit efficace. Les seuls traitements qu'on ait actuellement sont des traitements qui visent à donner aux patients l'acceptation de quelque chose, oui, de quelque chose qui reste quand même difficile à accepter. Alors les traitements reposent sur une certaine adaptation, voire la sophrologie, l'habituation à quelque chose qui reste quand même difficilement supportable. Oui, vous parlez de la perte auditive ou des acouphènes? Des acouphènes. La perte auditive en général, avec un appareillage, on arrive quand même à compenser, peut-être pas complètement, mais au moins à compenser un peu le déficit. Par contre, pour des acouphènes qui sont parfois très invalidants, ça peut être très difficile de trouver une solution. Chez l'être jeune, les acouphènes peuvent persister? Ah oui. Il n'y a pas de moyen de les traiter En dehors d'essayer d'obtenir une déconnexion entre l'oreille et le cerveau par une certaine adaptation et une habituation et un entraînement régulier. Qui se chargent de cet entraînement? Ce ne sont quand même pas des psychologues. Ça peut être des psychologues, des orthophonistes, des sophrologues ou des ORL qui sont versés dans ce type de traitement. Voilà. Alors, mais néanmoins, ils peuvent porter un appareillage, vous venez de le dire, voilà, même avec ou sans implant cochléaire. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Bon. Eh bien, nous vous remercions, docteur, vous avez été très clair. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir.